Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne YouTube Knowledge. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera des techniques à connaître pour réaliser son projet de fin d'études ou bien son stage de fin d'études, c'est-à-dire comment réaliser son projet de A à Z, dès le début de recherche du sujet avec son encadreur pédagogique jusqu'à la soutenance, en passant par les démarches à suivre, le déroulement des stages, pour le cas des étudiants issus des écoles des ingénieurs ou bien des écoles de commerce, avec un passage de comment on peut organiser notre rapport de fin d'études ou bien notre rapport de stage avant le dépôt final auprès des services concernés ou bien auprès des départements. Et avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager ce vidéo avec vos amis et collègues. Avant de commencer, on doit définir c'est quoi un projet de fin d'études. C'est un projet complet en situation professionnelle qui marque la fin des études dans une école, une faculté. Il marque aussi la fin du cursus universitaire d'un étudiant. Pour le stage, il correspond au cadre légal dans lequel s'effectue le projet de fin d'études. Ici, si le but est d'effectuer un projet sur une longue période, généralement entre 4 et 6 mois, afin de développer des compétences de long terme. Entre autres, le sujet de stage amène généralement les futurs lauréats à rencontrer des défis et lui permet d'apprendre à agir en conséquence. Ainsi, il apprend de ses erreurs et s'étale à la résolution des problèmes. Cela a une véritable importance pour sa future carrière. Les recruteurs, par contre, apprécient les lauréats capables de se confronter à des difficultés de tout ordre. On peut dire que le projet de fin d'études est un tremplin vers votre vie professionnelle. Donc la question qui se pose, quels sont les buts d'un projet de fin d'études? Premièrement, on peut dire développer l'autonomie et la responsabilité des étudiants. Deuxièmement, créer une dynamique de groupe et l'esprit d'un travail collectif. Pour le cas des stages dans des sociétés ou dans des entreprises. Troisièmement, mettre en pratique les enseignements reçus et permet ainsi aux étudiants d'affirmer leur savoir-faire et considérer leurs compétences. On peut dire que le projet de fin d'études sert avant tout à mettre un pied dans le monde de l'entreprise. De plus, dans de nombreuses entreprises, le stage de fin d'études a un rôle de pré-embauche. Si votre projet se déroule de manière positive, vous aurez de grandes chances de recevoir à l'issue de votre stage une proposition d'embauche. Deuxième question qu'on doit se poser, quelles sont les démarches à suivre ou bien ce qu'on appelle les démarches méthodologiques? On sait que toute recherche scientifique suit une démarche méthodologique bien établie dans un processus de découverte et d'investigation selon des étapes qui se succèdent dans le temps. Une recherche scientifique ou bien une démarche méthodologique s'effectue suivant 4 étapes, à savoir construire l'objet de recherche. Un objet de recherche est différent d'un thème qui fait souvent référence à un cadre général du sujet traité. L'objet de recherche est un questionnement plus précis du thème, nécessitant un travail de réflexion, d'investigation et de lecture approfondie. Deuxièmement, l'élaboration d'une problématique et des hypothèses. Ici, c'est la manière d'interroger les phénomènes étudiés et les questions pertinentes que le chercheur ou bien l'étudiant souhaite trouver une solution adéquate et convaincante. Une problématique constitue l'étape de départ de toute recherche et à partir de laquelle découle le corps des hypothèses. Elle repose sur des conceptions d'ordre théorique ou à partir des expériences et des observations. Par contre, une hypothèse de recherche est une anticipation de réponse provisoire à la question du départ qui sera confrontée à la réalité pour être en fin de compte confirmée ou non selon les résultats trouvés ou bien selon les résultats de l'étude. Troisièmement, l'observation et la collecte des données. Toute recherche ou projet a besoin du terrain pour valider réellement les hypothèses prises au départ. Et pour cette raison,
Quelle est l'opportunité de collecter des données auprès des populations, les plus souvent des échantillons de petite taille pour des raisons de coût et de temps? Pour la quatrième étape, à savoir le traitement, l'analyse et l'interprétation des résultats, on est souvent contraint à utiliser des techniques statistiques, économétriques, euh, aussi bien mathématiques pour faire parler les données collectées. On utilise le plus souvent des méthodes descriptives, explicatives ou bien exploratoires. De la recherche finira par confronter les hypothèses prises au départ avec la réalité du terrain, pour en fin de compte valider les hypothèses qui deviennent une certitude ou les rejeter pour poursuivre d'éventuelles aventures de recherche. Donc les démarches scientifiques, pour les démarches scientifiques, il existe trois types de démarches scientifiques, à savoir une démarche indicative, c'est-à-dire qui part des observations du monde réel pour en tirer des conclusions pertinentes qui seront transformées en lois et théories par la suite. Le réel constitue une source de savoir pour formuler un énoncé d'ordre général ou bien universel. La deuxième démarche, à savoir déductive, c'est grâce au raisonnement intellectuel basé sur des concepts théoriques et des postulats que le chercheur en déduit des conséquences logiques qui peuvent se transformer en questions, c'est-à-dire des hypothèses à vérifier dans la réalité. Pour la troisième démarche, c'est la méthode qu'on peut dire la plus proche utilisée en sciences sociales. Ici, le chercheur ou bien l'étudiant cherche, après avoir fixé sa question de départ, c'est-à-dire problématique, fait des déductions en se basant sur ses connaissances requises pour pouvoir postuler des hypothèses. Elle procède par une interrogation du terrain, des enquêtes pour vérifier ou réfuter ces hypothèses. Avant de passer à la dernière étape, à savoir la rédaction de notre projet de fin d'études, donc souvent les étudiants issus des écoles des ingénieurs ou bien les écoles de commerce sont confrontées à passer des stages, c'est-à-dire des périodes de formation dans un environnement professionnel, entreprise, société, banque, etc., sous la responsabilité d'un professeur pédagogique ou d'un encadreur professionnel, et se solde par la réalisation du rapport écrit du stage. Et si l'encadreur pédagogique oriente périodiquement l'étudiant quant à ses investigations, ses démarches méthodologiques et l'élaboration du rapport, tout en l'aidant au départ de bien choisir un sujet pertinent. Pour le cas de l'encadreur professionnel, il a pour tâche de faciliter l'intégration et l'adaptation de l'étudiant dans son nouvel environnement de travail, le charge de certains travaux en rapport avec son sujet et donne périodiquement son évaluation et critique sur le déroulement du stage sur le terrain. Ce stage se déroule généralement en trois phases. Une période d'observation pour l'adaptation du milieu du travail, une période de spécialisation, c'est-à-dire de choisir un service donné pour y passer le stage, et une période d'opérationnalisation où l'étudiant passe à l'exécution des tâches, des études de cas et éventuellement la participation à certains travaux de conception et de réflexion. Celui-ci peut se dérouler entièrement au sein de l'entreprise ou bien nécessite l'utilisation du matériel de laboratoire de l'école. Ceci amène l'élève ingénieur ou bien l'élève issu d'une école de commerce à alterner la période de stage entre l'entreprise et au sein du laboratoire. Se fait par le biais de 5 fiches à remplir périodiquement par les encadreurs. Premièrement, la programmation du stage par période comportant les informations suivantes, à savoir le service, les objectifs et les activités principales. Deuxièmement, l'activité journalière selon les objectifs avec une description des principales activités. Troisièmement, une synthèse hebdomadaire des travaux effectués par l'étudiant mentionnant les difficultés rencontrées et les connaissances acquises.
en plus des recommandations de l'encadreur professionnel. Quatrièmement, l'évaluation intermédiaire à travers certains indicateurs mesurant le degré de réussite du stage. On peut citer le comportement, l'assiduité, l'adaptabilité, l'organisation, l'assimilation et l'atteinte des objectifs. Et finalement, le cinquième fiche, à savoir l'évaluation finale, qui concerne les mêmes indicateurs qu'en fiche 4. Au moment du stage, l'étudiant doit chercher tous les documents et les données nécessaires en accord avec l'encadreur, avec son encadreur professionnel bien sûr, et l'administration d'accueil, qui peuvent lui aider à écrire son rapport de stage dans de bonnes conditions, même au-delà de la période du stage. Maintenant que vous avez trouvé votre stage, il ne reste plus qu'à le réussir. Cela signifie qu'il soit bénéfique autant pour vous que pour l'entreprise. Donc, avant de commencer votre stage, euh, on doit s'intéresser à une règle de bonne conduite qui paraît pourtant évidente. Vous pourrez aussi retrouver de nombreux interlocuteurs au cours de votre carrière. Or, la fiabilité est un élément primordial dans une candidature, tout comme la confiance et être honnête. Pendant votre stage, de manière générale, une fois que votre stage a débuté, pensez à suivre les conseils suivants. Demandez de retour sur votre travail. Sachez être cordial. Arrivez à l'heure. Faites un effort d'intégration. Posez des questions et anticipez, surtout anticipez la rédaction de votre rapport de stage. Après que votre stage sera terminé, à l'issue de ce stage, veuillez dans la mesure du possible de garder le contact et à rester en bon terme avec vos tuteurs ou encadreurs, vos collègues. N'oubliez pas que votre vie professionnelle ne fait que commencer à la sortie de votre école ou bien de votre université. Il faut remplir son carnet d'adresses dès son stage. Il peut s'avérer très utile par la suite. Ceci d'autant que plus que vous serez peut-être amené un jour à renseigner des références pour un poste. Si votre stage s'est bien déroulé, vous pourrez tout à fait demander à votre ancien encadreur, que ce soit académique, pédagogique ou bien professionnel, de rédiger pour vous une lettre de recommandation. Passe à la forme ou bien à la rédaction de notre rapport de stage ou de notre projet de fin d'études. Ce rapport est un document écrit qui traite un sujet choisi en général par l'étudiant lui-même en rapport avec le stage et le cursus universitaire auquel l'étudiant appartient. Le rapport en question doit respecter certains nombres internationaux au niveau de la forme et au niveau de la méthodologie. On respecte une forme particulière pour rédiger un PFE en suivant les règles suivantes qui sont communes dans toutes les spécialités. On commence par une page de garde qui contient le nom du ministre de tutelle, le nom de l'université, le nom de l'école ou bien de l'institut, le nom et le prénom de l'étudiant, bien sûr le titre du projet ou bien du stage, ainsi que les noms et les prénoms des encadreurs et l'année universitaire en cours. Si on a un projet en recto versant, on doit toujours faire la deuxième page en tant qu'une page blanche. Par la suite, on passe à une troisième page qui va contenir aussi une page de garde simple, sans couleur, contenant le titre, ainsi que le nom ou bien les noms des étudiants. Des fois, on a des projets avec plusieurs étudiants et le nom et le prénom des encadreurs ainsi que l'année universitaire, comme j'ai dit en cours. Par la suite, on passe à une page de dédicace où on peut dédier ce projet aux membres de notre famille, à nos amis, c'est-à-dire à nos parents, nos frères et sœurs. Par la suite, on passe à une page de remerciement où on remercie tous les gens qui ont contribué de loin ou de près à l'aboutissement de notre projet ou bien de notre stage en commençant par les encadreurs, que ce soit pédagogique et professionnel, en passant par les employés de l'administration d'accueil pour le cas d'un stage et tous nos amis ainsi que nos profs qui ont contribué, comme j'ai dit, de près ou de loin à l'aboutissement de ce stage ou bien de ce projet de fin d'études. Par la suite,
on passe à une page de sommaire avec bien sûr une pagination et numérotation pour le contenu pour le contenu du rapport, ainsi que pour les tableaux, les figures et les annexes. Donc on doit avoir ici trois sommaires, un sommaire pour les tableaux, un sommaire pour les figures et dans le cas échéant un sommaire pour les annexes. Par la suite, on passe au contenu de notre rapport, à savoir une introduction générale ainsi que les chapitres et on finira par une conclusion générale. Ici, chaque chapitre est subdivisé en sections et commence par une introduction et finit par une conclusion. L'idéal est que les chapitres soient équilibrés avec un nombre réduit. 3 par exemple. Il faut écrire d'une manière claire, précise et consciente, en donnant toujours l'argumentation nécessaire en suivant une méthodologie bien structurée. Pour le volume d'un projet de fin d'études, il varie d'une spécialité à une autre. Donc, on peut voir des contenus avec 20 pages, comme on peut avoir des contenus avec 50 pages, 60 pages, sans tenir compte de l'annexe qui contient souvent les tableaux volumineux et les documents utilisés, à savoir les questionnaires qui peuvent encombrer le contenu sans l'ajout de consistance. Par la suite, on passe à une liste de bibliographies, à savoir les références qu'on a utilisées tout au long de notre rapport. Par la suite, comme j'ai dit, on pose les annexes qu'on a utilisées, c'est-à-dire, comme j'ai dit auparavant, les tableaux, les documents utilisés, les questionnaires et ainsi de suite. Et on finira par une table des matières. Cette table de matière, il y a deux possibilités, soit le mettre à la fin, soit on le met au début après les pages de remerciement. Une fois que notre projet est finalisé, ainsi que notre rapport soit écrit, la question qui se pose, quel type de page qu'on va utiliser et quelle taille de police d'écriture on utilisera pour la mise en forme finale de notre projet. D'une manière qui est générale, un projet de fin d'études, il doit toujours être écrit sous une forme de page A4 et non pas A5 ou autre. Pour la taille de police, généralement pour les projets en français ou bien en anglais, on utilise une taille 12 en utilisant le police ou bien le font Arial ou le Times New Roman. Pour les écritures en arabe, pour les projets en arabe, en utilisant une taille 14 avec le type de police qui soit dédié à notre projet et toujours en utilisant un espace ligne de 1,5. Revenons au contenu de notre projet de fin d'études. On a dit qu'on commence toujours par une introduction générale. Elle introduit le sujet choisi en le présentant d'une manière claire, en expliquant la pertinence de ce choix, son utilité et les objectifs à atteindre. On annonce aussi la problématique et le questionnement de l'objet de recherche et la méthodologie appliquée pour arriver à des réponses convaincantes. Pour finir, à donner une idée sommaire relative à la structure de notre projet de fin d'études. Pour le développement, à savoir, donc pour rédiger le développement, on commence souvent par un chapitre introduisant l'environnement du stage, pour le cas d'un stage, ou bien introduisons l'environnement de notre thème ou de notre projet, l'organisme de l'accueil, par exemple pour le cas d'un stage, le service d'installation, les attributions des structures en place. Le deuxième chapitre sera consacré par exemple à présenter la problématique dans son contexte théorique, compte tenu de la revue, de la littérature, pour bien préciser les questions de la recherche afin de trouver une réponse logique à travers une méthode scientifique cohérente et constructive. Par contre, pour le troisième chapitre, il constitue un essai pour répondre clairement aux questions posées dans la problématique, souvent sous forme d'hypothèses dont le nombre est très limité. On utilise alors des techniques d'investigation
comme la modélisation mathématique, les statistiques, l'économétrie, les questionnaires, les enquêtes, l'étude des documents, les études de cas, etc. Et ce pour décrire et expliquer et analyser les données. Et on termine par une conclusion générale où on résume les résultats obtenus par l'étude en montrant des difficultés rencontrées, les limites du travail et en avançant quelques perspectives pour l'avenir. La dernière partie sur laquelle on va parler, avant de passer à la soutenance, il faut savoir bien représenter sa bibliographie. Donc, pour écrire la bibliographie, il faut suivre une certaine forme en commençant par les ouvrages et les articles de revues spécialisées, les autres documents et enfin les articles du web en respectant soit l'ordre alphabétique des auteurs, soit l'ordre chronologique de l'apparition dans notre rapport, comme vous pouvez voir dans les exemples suivants. Après que le rapport du stage est achevé, l'étudiant dépose son projet de fin d'études auprès du service des stages et des mémoires de recherche dans son département. Autant d'exemplaires demandés après avoir eu l'autorisation du dépôt par son encadreur pédagogique. Par la suite, le service en question ou le département fixera une date pour la soutenance de son projet de fin d'études. Pour la soutenance, l'étudiant doit préparer son exposé oral en s'aidant d'une présentation PowerPoint devant un jury composé généralement entre 2 et 4 membres, dont l'encadreur pédagogique et éventuellement l'encadreur professionnel pour une durée généralement entre 15 et 20 minutes. Par la suite, l'étudiant présente sous forme d'un résumé clair et précis le sujet traité, la problématique, la méthodologie et ainsi les résultats obtenus. Euh, Après, il sera confronté à une série de questions de la part du jury pendant environ 10 à 15 minutes avant de passer à la délibération et l'évaluation finale du travail. À la fin de cette vidéo, je vous remercie et je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo avec un autre sujet et à bientôt.